Oui, effectivement, ils sont nombreux, les tenants et les aboutissants, c'est très compliqué. Avez-nous Gérard en ligne? Oui, tout à fait. Bonjour M. Paco, bonjour M. Fab, bonjour à Saint-Marie. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Nous vous avions quitté il y a de cela à peu près plus d'un mois, c'était au mois de juillet, nous avions accordé une première interview car Saint-Pons avait été sensibilisé par votre mouvement. Alors, dans un premier temps, vous allez nous rappeler dans quelles conditions est né ce mouvement, à l'initiative de qui, et où en est-il aujourd'hui? Je crois bien que les statuts ont été déposés. Tout à fait. Donc nous avons fédéré le 5 juillet donc en association, dite l'association Mouvement des Pareilleurs. Voilà, donc à l'issue de départ, on va faire une petite rétrospective. Tout à fait, une vraie rétrospective. Voilà, donc il y a 2 ans, nous avons mis un petit peu quelques coups de fil en donnant un peu aux sociétés sur Hippodrome quand on est contentement des parieurs. Suite à cela, une année s'est passée, nous sommes mis un petit peu en observation sur les courses, sur ce qui s'y passait, l'actualité, bien évidemment le bel outil Equidia, et puis au bout d'un an, nous avons pris la décision de se regrouper tous ensemble, quelques personnes, quelques amis, quelques points de course d'RPU, et puis nous en avons décidé de dire, tiens, il faudrait peut-être quand même que l'on fasse quelque chose, bien sûr, tous les pas noirs, comme on essaie voilà, tout à fait. Donc depuis un an, nous nous battons à se faire entendre. Suite à cela, donc, nous avons écrit l'année dernière, pour pas perdre trop de temps non plus là-dessus, un premier courrier à la présidence, à la gouvernance du PMU. Suite à cela, ils sont venus 2-3 jours après. Nous avons donc discuté de longues heures avec notre directeur de région, Laurent Lejeune. Et puis, il a fait remonter donc la formation. Un mois après, nous avons eu une première réunion à la SSF avec M. Guillaume Maupas, M. Michel Odos du PMU, tout à fait, et puis M. Amaury de l'Orgelie. Donc nous en avons débattu et leur avons fait part de nos mécontentements. Et puis donc ensuite, l'année s'est écoulée, nous n'avons pas vu de changement probant quant à la tranquillité du parieur, à sa confiance, et donc suite à cela, nous avons donc distribué à 12 reprises depuis le jour du Prix de l'Amérique, depuis l'Amérique 2014, 26 février, nos premières distributions qui nous ont amenés à se faire connaître, entendre, et puis maintenant nous sommes connus quand même dans une large partie de la France. Oui, on va y revenir. Alors je crois que nous avons Patrick Canadel également en ligne. Bonjour. Monsieur Lambert, bonjour. Alors il faut rappeler que Monsieur Lambert, vous êtes un journaliste typique depuis plus de 30 ans. Vous avez collaboré, travaillé donc à Paris Course. Après cela, vous avez créé votre site Vérité Course. Aujourd'hui, vous êtes éditorialiste au journal Montréal. C'est bien cela? C'est tout à fait ça. Alors vous êtes ici en tant qu'adhérent du mouvement, l'association des mouvements des parieurs. Alors j'aimerais savoir quelle était votre réflexion, ou plutôt votre cheminement pour adhérer à ce mouvement. Vous savez, le cheminement d'un journaliste classique qui s'occupe d'un milieu, en l'occurrence le milieu des courses. J'ai vu naître un peu ce mouvement des parieurs et j'ai tout simplement contacté Monsieur Camberlin et j'ai trouvé qu'ils avaient des choses intéressantes à dire et qu'il était normal en tant que journaliste de relayer un peu leurs paroles. Et sur le fond du sujet, j'étais en plus complètement d'accord avec eux puisque les courses sont dirigées d'une façon assez opaque depuis toujours. Vous avez fait bien le constat. Oui, exactement le même constat. C'est un milieu, c'est un sport que je peux qualifier de sport qui pourrait être merveilleux s'il y avait tous ces petits grains de sable qui enrayent la mécanique et qui sont dus à des choses dont on va peut-être parler un petit peu. Oui, effectivement, vous rejoignez dans ce point de vue, parce que nous incitons aussi à Saint-Pons pour dire que la course n'est pas que généralisée, c'est un sport magnifique. Il y a notamment, Gérard nous en parlera après votre intervention, quelque chose qui, moi, m'inquiète tout particulièrement, c'est ce qu'on appelle, dans ce milieu-là, les conflits d'intérêts. Il y a des gens, des lecteurs de la profession qui sont jugés par partis. Pouvez-vous nous en parler et nous expliquer un peu aussi aux auditeurs qui sont novices en quoi ça consiste? Écoutez, les courses sont dirigées par 2 grandes sociétés. L'une s'occupe des trotteurs, l'autre des galopeurs. Et ces 2 grandes sociétés formulent selon le principe associatif. Cela veut dire tout simplement aucun devoir de résultat. Ça veut dire bénévolat qui se transforme en du faux bénévolat. Et ça veut dire surtout société dirigée donc par des acteurs, c'est-à-dire des propriétaires, des éleveurs, qui font les règlements, qui font la pluie et le beau temps sur des compétitions auxquelles ils participent. Effectivement, vous avez un exemple en tête pour illustrer cette
propos. Je sais que notamment il y a eu une spéciale investigation qui parlait d'un cheval nommé Tapanga, qui à mon avis résume bien ce que vous venez de dire. Oui, tout à fait, c'est un exemple révélateur. Tapanga, c'est une jument qui appartient au président de la Société du Trot, M. De Belegue, et c'est une jument qui un jour à Caen a gagné une course dans des allures extrêmement douteuses. Vous savez qu'au trot, on doit rester au trot d'un bout à l'autre du parcours, que si on ne reste pas au trot, on doit être disqualifié. Si ça se passe dans la phase finale, les commissaires de course peuvent ouvrir une enquête, revisionner le film et vérifier si les allures sont conformes ou pas. Il se trouve que cette jument, c'était sur l'hippodrome de Caen, une réunion PMU nationale avec des enjeux nationaux. Il se trouve que cette jument n'était pas dans des allures correctes. Il y a eu enquête et à la surprise générale, elle a été maintenue à la première place. Alors il faut savoir qu'elle est donc maintenue par des commissaires qui sont nommés indirectement par la société qui s'occupe du trot et dont le président est le propriétaire de la jument. Donc vous voyez un peu l'intérêt. Voilà. Ça a été quand même un ou national, cette affaire. Je tiens quand même à le préciser. Alors, voilà, je tenais quand même à le préciser. Un ou national. Ça a donné d'ailleurs l'effet d'une espèce de bombe en se disant ça commence à bien faire. Je l'avoue, c'était dans ces dates-là où les sensations auxquelles nous avions déjà a commencé à prendre tournure. C'est vrai. C'était un élément déclencheur. Votre une question. Oui, monsieur Patrick Lanader, bonjour. Une précision technique sur cette jument pour en terminer. La preuve, entre guillemets, qu'elle aurait dû être disqualifiée, puisque c'était une très belle course à Caen, elle y battait son record, ça lui permet ensuite d'enclencher tout un système derrière, Poulinière, etc., avec les détails techniques. Il se trouve que cette jument a recouru 15 fois depuis. Elle a pris une deuxième et une quatrième place en toute petite province, et elle a aligné cette année 10 courses, et ses 3 meilleures perfs sont 7e, 7e et 6e. Donc voilà, on est dans la preuve technique qu'on a affiché ce jour-là à la première place, une jument qui n'était pas en mesure de gagner. Bon, je pense que c'est plus clair pour nos auditeurs, vous l'avez bien compris. Monsieur de Brandebourg, l'État français est le principal intéressé quand même, quelque part, récupérant une grande partie des mises qui sont faites sur les chevaux. Quel regard il porte cet État sur cette opacité, quelle est un petit peu leur attitude? Vous savez, les courses ont beau être en crise, elles génèrent quand même 10 milliards d'enjeux à l'année, donc comme vous le dites très justement, l'État récupère l'essentiel. Donc vous savez, l'État, il a d'autres soucis, tout le monde en est témoin actuellement, et comme toujours, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à leurs yeux que les courses hippiques. Et à partir du moment où les courses hippiques versent tout de même quelques millions d'euros tous les ans, bon, écoutez, on ferme les yeux, l'argent rentre, tant qu'il rentre à peu près normalement, on laisse faire. D'accord, merci. On va revenir à vous, mais je vais poser une question d'abord à Gérard, parce qu'en ce qui concerne la station, vous venez de parler, maintenant il semble que vous fassiez un peu plus longtemps, vous mettez en place des manifestations, j'ai même entendu dire que vous avez été en relation avec la police des jeux, qui vous a permis de manifester à condition que vous apportiez les preuves de ce que vous avanciez. Est-ce que ça a été fait? Bien sûr, tout à fait. Nous avons transmis donc 200 Tout à fait, oui, tout à fait. Donc 200 constats. Nous avons fait une évaluation sur ces constats, d'autres plus fins, d'autres quand même plus prononcés, et d'autres sur lesquels, bien évidemment, nous demandons, et c'est ce que nous demandons depuis plusieurs mois, et depuis avec la police judiciaire des courses, la lecture pour savoir si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. Suite à cela, Madame Martine Chapelot, la chef du service de la police judiciaire des courses, avec toute son équipe, travaille là-dessus, et pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas de réponse. C'est bien dommage, vraiment dommage. Oui, enfin, il semblerait tout de même à présent que vous arrivez à vous faire entendre. Vos statistiques augmentent en tant que membre, vous avez des fédérations dans chaque région de France. Il se dit qu'à quel point vous fassiez entendre qu'il semblerait, il se dit que le tableau serait en préparation. Où en est-on? Est-ce que c'est vrai? Avez-vous des contacts avec toutes les instances dirigeantes des courses? Alors, tout à fait, voilà. Donc, la semaine dernière, mardi dernier, j'ai contacté M. Philippe Germond. Donc, j'ai eu Mme Fauconnet, sa secrétaire de direction, qui nous accueille d'ailleurs toujours très bien. Et je lui ai fait part à M. Germond, donc,
difficile. Suite à cela, donc, je l'ai averti que nous avions donc 2 presse sociétés qui étaient intéressées, qui m'ont contacté, donc une 3e dernièrement, plus une chaîne de télévision donc, sur laquelle il y a un sujet qui est en train de se monter. Donc je ne lui ai pas dit, je lui ai dit que nous aimerions la question très simple, quelle est la position du PMU envers le mécontentement des parieurs? Que compte-t-elle faire? Est-ce qu'elle veut nous ouvrir le dialogue? Suite à cela, j'ai appelé donc la semaine dernière, ça c'était pour mardi, le jeudi, je rappelle Mme Fauconner en lui disant, voilà, demain matin, j'aurai donc le premier communiqué de presse société. Ah bon, monsieur Camberlin, fallait me dire que c'était si rapide, ainsi de suite, j'appelle directement monsieur Germont. Monsieur Germont, à 10 minutes après ce que je viens d'entendre dire, et je lui fais confiance à Mme Fauconner, je l'entends me dire, il est à 10 minutes de monter dans l'avion, donc on vous appellera monsieur Xavier Hostel et monsieur Odos demain matin. Chose qui était faite. Nous avons donc débattu pendant plus d'une heure. Le numéro 2 du PMU et voilà, numéro 2, numéro 3, tout à fait. Donc le directeur commercial et directeur de direction. Donc nous avons discuté, nous avons débattu, il a pu nous entendre, enfin quand même une bonne fois pour toutes, on dira l'ensemble du PMU, et puis leur faire comprendre que nous ne sommes pas les personnes auxquelles nous entendons beaucoup de réflexions sur nous, nous sommes ainsi de suite des illuberlus, comment faire ça, quoi que ce soit, et ainsi de suite. Bref, on va pas se tarder là-dessus. Aujourd'hui, la vague, je peux vous garantir, M. Paco, elle a changé. Une fois que les gens nous entendent, alors, ils sont très satisfaits, c'est-à-dire finalement, vous n'êtes pas ce que l'on essaie de prétendre de vous mettre sur la tête. Alors, merci. En tous les cas, pour le jeudi, donc, à la suite de cela, M. Xavier Hostel nous a promis de faire tout son possible pour être reçu au niveau des sociétés mères. Donc, nous l'avons remercié. Il m'a donné aussi une deuxième proposition que j'émettrai à la table, bien sûr. Et donc, le lendemain, j'ai eu M. Guillaume Maupas qui m'a donné un SMS, et puis je lui ai dit que nous avions donc beaucoup de choses à nous dire le lendemain. Il m'appelle, nous avons débattu donc pendant plus d'une heure, nos positions, lui faire ressentir. Il m'a même à un moment donné me dire, je me suis peut-être un petit peu trompé, c'est ce que je ressentais, M. Camberlin, donc on a pu effacer cela. Et nous en avons débouché un bon résultat, me disant, je me retourne vers le PMU, lui donnant mon accord. Donc nous avons aussi fait de notre côté l'information auprès de France Gallo. Et puis bon, j'étais un petit peu dans l'attente de toute la semaine, donc j'ai eu la confirmation avant-hier par le secrétaire de direction, me disant qu'on est en train de se mettre en relation avec la direction de la SSF pour justement à propos de cette table. On m'a demandé combien nous serions, donc nous avons dit nous serions à peu près une trentaine autour de cela. M. Paco, nous pouvons faire une première réunion à plus ou moins 8 clos. Le parieur aujourd'hui, il paye pour la filière tout entière, en partant du PMU, les reversements d'État, on l'a dit par Patrick, ainsi que tous les organismes et associations et syndicats nationaux, et puis dans la continuité. Pour éviter de perdre du temps, nous souhaiterions, donc le mot approprié, c'est suivant le mot que vous dites, ça ne plaît pas ou ça ne plaît pas. Enfin, si c'était d'urgence, ne vous inquiétez pas, ça serait vite réglé et tout le monde serait traitable. Donc nous souhaitons, nous proposons une table ronde de tous. Pourquoi? Pour que ce soit dit en une fois, que ce ne soit pas dit, il m'a dit ça, oui, mais c'est pas proposé, pas proposé, ainsi de suite. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde, afin que tout le monde prenne conscience qu'il n'y a pas de parieurs, il n'y a plus de course. Tout simplement. Et nous nous battons pour le dialogue. Nous ne sommes pas là pour... c'est la guerre des sites. Nous sommes là pour l'avenir des courses. Pour pleurer des hippodromes, pour faire quelque chose ensemble. Nous vivons ensemble et nous n'avons pas la parole. Nous souhaitons être à tous les comités d'administration, partout le parieur, ou partout l'argent du parieur est engagé. C'est normal. Oui, c'est ce que je voulais dire, tout à fait, Gérard. En fait, j'ai le sentiment que vous avez fait à travers ces actions, de même sens, y compris de celui qui s'occupe de zéro. Vous descendez pas, vous n'êtes pas que des gens qui sont là pour un peu remuer la mer, comme on dit. Vous êtes là pour arranger les choses, pour que les hippodromes aient de nouveaux
niveau de spectateur et que l'écoute de derrière. Il faut arrêter ça. Écoutez, et monsieur Paco, dans leur fond, sachez une bonne chose, c'est que tous le savent. Parce qu'on les a rencontrés partout. J'ai vu monsieur Christian Bazir, 5-7 minutes sur le GNT à Saint-Galmier, me disant, monsieur Camberlin, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde le dit, mais par contre, chacun fait pour sa paroisse. Bien sûr, on n'est pas tout seul, hein, ça représente beaucoup de personnes. Je crois qu'il est grand temps, pour l'avenir des courses, de tous se réunir. J'ai appelé donc tout le monde cette semaine, les syndicats et associations. Je ne vous cache pas que sur l'ensemble, bien évidemment, de toutes les personnes contactées, nous avons la nette volonté de tous. Certains nous disent je veux savoir, je veux voir vos mots d'ordre, je veux savoir, je ne veux surtout pas qu'on parle de ça, je ne veux sur... Alors finalement, non, c'est pas la chose, ce n'est pas une imposition, comme j'ai pu le dire longuement à M. Maupas. Nous sommes là pour une bonne chose, tous ensemble. Oui, c'est ça. Je veux savoir quel regard la presse, alors la presse écrite bien sûr, mais aussi la presse télévisée, la radiophonique encore, quel regard la presse porte en général sur ces mouvements. Est-ce que c'est plutôt une influence ou est-ce qu'il y a un côté un petit peu, bon voilà, passe à côté, c'est net, Non, monsieur Paco, je vais vous dire honnêtement, et nous faisons référence à cela, et les parieurs maintenant de France le savent. Je ne veux pas mettre en avant qui que ce soit, mais enfin je veux dire que le journal Le Vénard, seul indépendant du domaine hippique, par Patrick que je remercie beaucoup bien évidemment, et ce n'est pas le seul parce que nous sommes tous ensemble et tous sur la même ligne, c'est vraiment le journal qui dit la vérité. Et je pense qu'à table, pas en 2 heures, mais en plusieurs temps, sur plusieurs points, Patrick est tout à fait capable de révéler ses dires et de les prouver. Ainsi que le mouvement des parieurs. Et c'est bien dommage d'en arriver là. Pardon, Patrick, excuse-moi de... Vos collègues, quand même, vous avez discuté, j'imagine, Patrick, avec vos collègues, est-ce que vous avez consensus ou est-ce que c'est vraiment, voilà, le mercat sur ce sujet? C'est la loi de l'Omerta, oui absolument, puisque je vais vous donner un exemple. Vous avez un journal existant qui se nomme Génie Course, qui a été créé il y a maintenant 2 ou 3 années. Voilà, et ce journal appartient au PMU et aux sociétés de course. Alors, on parlait de conflit d'intérêts. Hein, comment voulez-vous qu'un journal qui appartienne au PMU et aux sociétés de course mette en évidence un mouvement qui vient un peu mettre le doigt là où ça fait mal et expliquer un peu les travers du fonctionnement des courses en France. Voilà, c'est la presse hippique. On est quand même dans un milieu hippique, il faut savoir, où c'est un cas unique. C'est-à-dire que c'est le seul domaine dans lequel les organisateurs ont osé créer un journal pour venir en concurrence à des journalistes privés indépendants. Imaginez une seconde, je vous fais un parallèle avec le football, imaginez une seconde que demain, la Fédération française de football décide de lancer un quotidien. Oui, évidemment, on pourrait imaginer que vous avez des paris sportifs, c'est déjà quelques problèmes. Plus aucune objectivité. C'est également ce que le principe, effectivement, je relève complètement. C'est la modèle également ce que vous disiez auparavant, en ce qui concerne les acteurs d'écoute, les jockeys, les drivers, qui donnent des avis sur les performances sur les chevaux, ce qui est inimaginable dans votre sport. Dans notre domaine, on est absolument les seuls où l'Argel c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne qui a été créée par l'État au moment de l'ouverture des paris en 2010, qui est chargée donc de gérer, de surveiller le bon déroulement des paris hippiques et sportifs. Eh bien, l'Argel a ordonné aux sportifs en activité l'interdiction de donner des pronostics ou des avis dans les compétitions auxquelles ils participent, donc dans n'importe quel sport, et les courses ont été sorties de cette interdiction, ce qui fait que vous avez tous les grands jockeys, tous les entraîneurs, tous les drivers, etc., qui donnent des avis à droite et à gauche, payants la plupart du temps, voilà, et alors que c'est interdit dans tous les autres sports. Moi, j'ai personnellement interpellé l'Argel là-dessus, je n'ai jamais eu de réponse. Oui, on va vous laisser, M. Nernabé, donc un dernier point. Est-ce que votre investissement dans ce mouvement de paris vous a coûté quelque, je ne sais pas, un outil dans le mouvement, ou est-ce que ça vous a posé problème Vous savez, depuis 30 ans, je suis assez habitué. Je vais vous donner un exemple. J'ai été complètement éliminé de la chaîne Equidia suite à l'émission spéciale investigation sur Canal+, à laquelle faisait référence Berlin.
allez, on va vous laisser aller pour Normandie, je crois que vous êtes à Vincennes. Plaisir. Très bien, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au Au revoir. revoir, Patrick. Alors,